2 jours ensemble. Plein à craquer devant. Ah bah. Putain. Métier de sacrifice. Et merde, j'avais oublié d'éteindre l'eau ici. Je vous montre ici le petit local à courge. Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo au format un peu inhabituel, puisque j'ai quelque chose qui me trottait dans la tête pour l'année prochaine et que j'aimerais bien essayer justement ici sur cette vidéo. C'est un contenu un peu plus immersif où je vous propose de me suivre au plus près possible de la réalité. Donc où je vous montre un peu plus de choses. Je vais peut-être moins détaillé, ça sera peut-être moins explicatif. Mais l'idée c'est de m'accompagner plutôt voilà, au quotidien pour vraiment vous mettre dans ma peau. Voilà. Donc ce que je vous propose là, c'est de passer 2 jours ensemble. On est, je sais pas quel jour on est jeudi 3 octobre. Le 3 octobre et il est exactement 14h40. Donc 2 jours ensemble, 48 heures ensemble. Enfin, je vous emmène pas dans mon lit non plus, hein. Mais voilà, jusque samedi 14h40. Pourquoi je fais ça maintenant? Parce que là, je vois que le programme il sera assez chargé. J'avais plusieurs sujets à aborder. Je me suis dit plutôt que faire une vidéo pour chaque sujet, autant faire un truc assez global sur les choses qui vont arriver sur ces 2 jours là. Et donc c'est parti. Allez, premier sujet qu'on va aborder, ce sera la récolte des choux rouges. Donc j'attelle le transpalette ici et je mets les fourches à palette devant le tracteur pour me permettre de prendre des palox un peu différents d'habitude. Je vous explique pourquoi, je vous montre tout. Et puis on va aux choux rouges et je vous explique un peu le cheminement et pourquoi on récolte maintenant les choux rouges. Ici ensuite, alors il y a un truc pour la petite anecdote qui m'est arrivé avec cet outil. Il faut vraiment faire hyper gaffe. C'est qu'en fait c'est pas vraiment adapté pour ça. Quand on lève ici, si je lève, si par exemple j'enclenche le bouton lever et que ça lève, je viens taper ici dans la flèche. Voilà, ouais, je peux encore lever, donc là ça appuie sur la fenêtre d'une certaine façon que le carreau explose. Et ça m'est déjà arrivé forcément, sinon je pourrais pas vous le dire. Et ça c'est un des problèmes de cet outil. Et à mon avis, vu comment je suis tête en l'air, c'est pas impossible que ça m'arrive une deuxième fois dans ma carrière. On dit souvent qu'on apprend de ses enseignements, mais pour le coup franchement c'est un peu chiant. Donc je suis toujours obligé de bien fermer le carreau avant de lever. Hop, les fourches à palette devant. Hop, avec l'enclenchement rapide comme d'habitude, ça c'est vraiment très pratique. Tac. Et clac. Et j'en profite un petit point météo en voyant le champ là-bas. Vous voyez le ciel bien bleu. On a la chance d'avoir quelques jours de beau temps là, à mon avis, on a une belle semaine. Et jusque dimanche, jusque dimanche soir normalement, ça s'annonce ensoleillé avec un peu de vent. Enfin voilà, du temps séchant, du temps très agréable, du temps où on pourra avancer dans le boulot. Et là-bas, j'ai pas voyé, si on voit bien dans le champ, il y a des taches un peu plus foncées. En fait, donc c'est là où on a arraché pommes de terre. Et il y a 2 taches foncées, on les a retravaillées ce matin avec le déchômeur parce qu'elles étaient fort humides. Et l'objectif du coup, ce sera un des sujets de la vidéo, ce sera d'y semer un peu de blé samedi matin ou vendredi soir, on verra, parce que j'appelle quelqu'un pour le semer. Moi je vais labourer et comme ces basses là elles allaient rester humides, je les ai un peu ouverts. Ça permettra avec ce temps radieux là de bien sécher, de bien blanchir pour faire du meilleur boulot ensuite quand je vais labourer. Alors c'est un peu tôt pour semer du blé, puisqu'on va être que le 5-6 octobre, donc j'ai rarement semé du blé aussitôt. Mais là, concours de circonstances, en fait, bon, j'ai déjà plusieurs explications. J'ai déjà un blé qui est très tardif, cette année, j'ai une variété tardive à semer justement après patates. J'avais prévu ça exprès pour semer un peu plus tôt, sachant que les patates ça s'enlève avant les autres précédents que sont le maïs.
Et après le maïs, j'aurai des variétés un peu plus précoces. Et donc ça, et puis surtout ils annoncent une sale semaine derrière. Donc j'aimerais bien bon, déjà laisser sécher un petit peu, labourer, semer, et ensuite que ça ressèche aussi dessus pendant une paire de jours. Là normalement ton semis il est sauvé quand c'est fait dans ces conditions là. Et vu le temps qu'il y a dans derrière, franchement, après au pire si j'avais pu ressemer peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, bon je vais pas dire qu'on serait plus dans le créneau, mais là sur un tardif je pense que début octobre ça, voilà, ça passe. Et puis quand tu vois ce qui s'est passé l'année dernière, je pense que vaut mieux y aller quand ça va, hein. Alors là je me suis mis des palox, je l'ai préparé tout à l'heure. Alors vous voyez c'est des palox très ajourés. Donc ça tombe bien pour les choux en fait. Alors pourquoi j'ai ces palox là? C'est assez récent. J'ai dû acheter un lot de palox. Enfin chercher un lot de palox en fait pour compléter mon lot de palox à pommes de terre. Parce que j'avais peur qu'il m'en manque. Ça a d'ailleurs été le cas. Et j'ai trouvé ça en naviguant sur le bon coin. On a trouvé ce lot de palox là. Et en fait on a prévu, on l'a acheté, mais pour à la base stocker du bois, puisque le père tout l'hiver il fait le bûcheron pour chauffer toute la famille. Donc du coup on stocke tout ce bois en palox. C'est très pratique, ça prend moins de place qu'en vrac. Et puis en attendant de le faire sécher, en fait on le met en palox, soit dehors soit à l'intérieur en fonction de la place. Et du coup on a acheté ce lot de palox, et en fait ce lot de palox servait à la base chez l'agriculteur chez qui on a acheté pour faire des choux blancs et des choux rouges. Et je me suis dit mais ouais en fait c'est super des palox ajourés comme ça, et surtout ils sont en dimension parfaite pour pouvoir en mettre 2 côte à côte dans mon conteneur maritime. Donc voilà, ça a fait son chemin. Je me suis dit bah, je vais faire mes choux aussi là-dedans, comme ça je vais savoir optimiser mon conteneur. Nous voilà au champ de choux rouges. On a commencé ce matin à aligner du coup les choux, on les coupe et on les aligne. Donc même si ça stocke au froid le chou, c'est pas un problème de faire ça, puisque c'est bien de le rentrer sec, bien sec pour une meilleure conservation. J'ai appris ça cette année. C'est vrai que pour moi ça devait rester humide, et en fait c'est tout l'inverse. C'est vrai que j'ai toujours eu un peu de mal à conserver les choux paumés, choux rouges, choux blancs, et là il se trouve que en faisant comme ça, ça doit être mieux, on verra. Et surtout, période de récolte, ce que je vous en parle juste après. Voilà, j'ai tenté de me mettre en première super lente et de reculer et de charger en même temps. Je sais pas si j'aurai le temps. Il y en a quand même un paquet. Allez, on va essayer ça. Ah bah non, j'avais oublié que le siège avait un capteur. Ici on peut pas. Je peux pas le faire marcher sans être dessus. Ça c'est chiant. Donc on voit ici qu'on a commencé à aligner tous les choux rouges. Bon là on a laissé un peu beaucoup de feuilles, donc on va encore effeuiller un petit peu. Donc dans l'idée voilà, là on a des pommes qui font bien la taille d'une main. Ça pourrait même être un petit peu plus petit, ça irait aussi. Et en fait d'ailleurs le calibre de la pomme, c'est un peu ce qui doit définir le stade de récolte. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut agir sur la densité de plantation. Nous on a toujours planté, alors historiquement on plantait tous les choux à 50 cm sur le rang et à 75 entre rangs. Alors ça c'est très bien pour du chou-fleur, mais en fait pour du chou paumé, à chaque fois les calibres ils devenaient beaucoup trop gros après, surtout quand on récoltait tard en novembre, assez tard là. Et on avait pour habitude de récolter avant les gelées, donc les trucs ils étaient en surmaturité, et c'est ce qui faisait que ça conservait pas bien. Et en fait je suis allé chez un collègue il n'y a pas longtemps, j'étais voir dans ses choux, et en fait lui il plante à 35 cm sur le rang, donc il en met 3 au mètre quand moi j'en mettais 2. Et donc en fait, et déjà cette année j'ai réduit, j'ai mis à 45, mais l'année prochaine je pense que je vais faire comme lui, alors peut-être pas 35, peut-être 40 quand même, parce qu'à 35 il y a quand même beaucoup de concurrence. Et puis j'aime bien quand même avoir un petit peu plus de calibre. Mais dans l'idée, voilà, ici, c'est pour ça que maintenant on y va, parce que ça pourrait encore grossir. On est début octobre, voilà, ça peut être pas mal. Voilà, ils sont bien secs. C'est ce qu'on m'a conseillé aussi, de récolter du coup dans une après-midi ensoleillée avec un peu de vent. Parce que l'on voit c'est sec, et apparemment c'est ce qu'il faut pour la conservation du chou paumé. Donc bah c'est parti, on va charger tout ça. Et donc ouais aussi pour une meilleure conservation, donc on laisse des feuilles mais pas tout, là on a un peu trop.
J'enlève quelques feuilles quand même. On enlève ça, voilà, ouais. Comme ça c'est impeccable je pense. Histoire que ça protège la pomme et que après quand on va les sortir pour les vendre, on aura juste à effeuiller, enlever quelques feuilles. Et on laisse aussi un tout petit peu de queue. Alors là je trouve qu'il n'a pas assez, j'en laisserai encore un petit peu plus. On fera ça pour les prochains. Je vais laisser 1 cm de plus quoi. Et comme ça après on recoupe pour avoir un bel effet blanc frais au moment de la vente. Parce que si tu le coupes maintenant comme ça, alors déjà en conservation je sais pas si c'est bien, mais surtout ici en fait ça cicatrise, du coup ça fait un effet pas terrible. Tandis que quand c'est coupé fraîchement, bah voilà, regarde, ça fait ça en fait. C'est cicatrisé donc c'est pas beau. C'est beaucoup mieux quand c'est une coupe récente, ça fait plus frais. Bon bah je vais reculer. Bon du coup comme je peux pas reculer en même temps qu'on avance, je vais me mettre un peu plus loin, histoire de reculer tous les 10 mètres à chaque fois. Ouais, déjà un palox de plein. C'est vrai que par rapport à mes petits palox à pommes là, on s'en met un paquet. Pourtant moi c'était 1m20 sur 1m20, là c'est 1m sur 1m20. Et pourtant le fait qu'on ait une hauteur en plus, je trouve qu'on en met vraiment beaucoup plus. Pas mal. Bon, allez, on fait demi-tour. On bascule sur l'avant. Allez, on est plein. On secoue un petit peu pour déplacer. Bon c'est cool, on avance super vite. En fait il va aller encore 2 ou 3 palox et je pense qu'on va aller 2 ou 3, on verra bien. Et on aura fini, donc c'est cool, on sait vraiment mettre un papier là-dedans. Ça c'est bien. En fait le problème avec mes petits palox, pas le problème du volume, c'est qu'en fait comme tu es vite sur le haut, et ben comme tu veux pas aller au-dessus de la hauteur maximale du palox pour pouvoir superposer, pour pouvoir gerber, et ben t'en mets pas assez, t'optimises pas assez. Donc c'est pour ça que la hauteur du palox finalement c'est plus important que la largeur. Voilà, il est 15h30, bon on aura fini, dans moins d'une heure on a fini, ça c'est sûr. À voir si, parce que les conditions sont vraiment bonnes, si on pourrait pas aller continuer de faire les courges. Alors butternut c'est sûr que ça irait. Et le problème c'est ces musquets de Provence qui ont du mal à mûrir. Mais ça m'embête parce que la semaine prochaine il va encore faire un temps exécrable là-dessus. J'aime pas trop sur les courges. Donc je vais aller faire un petit tour en voiture après, voir ce que ça donne là-bas. Et savoir si en plus j'ai le plateau là avec moi en ce moment. Le grand plateau, donc je pourrais mettre tous mes palox dessus, qu'on fasse tout d'un coup. On voit, on finit d'abord ces choux rouges et on voit après. Bon là les palox sont quasiment pleins, mais il me reste plus que ça à faire. Il y a un petit bout là-bas. Donc à mon humble avis, on va faire 2 gros dômes ici au-dessus des palox. De toute façon je les mettrai en haut, puisque je peux en superposer 2 dans le conteneur et j'ai encore un peu de place. Donc du coup sur le palox du haut je vais le bourrer. À mon avis tout va passer. Plein à craquer devant. Ah bah putain, j'arrive à en oublier mon palox moi. Si ça passe pas, ça passera quand même, à mon avis. Mais là j'avoue que ça va être chaud. On va faire beaucoup plus hein. C'est bon, tout y est. Bon allez, on lance les paris sur le nombre de choux qui vont tomber avant la fin. Ah je pense, allez, 1 ou 2, parce que là-bas c'est sacrément cabossé. Il y a bien 2 choux qui vont tomber. Voilà, c'est le moment où c'est chaud, parce que j'ai une grosse pente. Aïe, 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 aïe. On se serre les fesses. Ça passe. Bon bah j'en ai 2 qui sont tombés. J'ai voulu passer une vitesse et puis voilà, trop gourmand. De toute façon, quand t'es paysan ça va jamais assez vite. En même temps pourquoi on est comme ça? Parce qu'on est obligé
On est obligé d'être toujours plus rapide, toujours plus fort, toujours plus loin, toujours plus quoi. C'est le sacrifice du monde agricole. Un métier de plaisir, un métier plein de bonheur, mais surtout un métier de sacrifice. Bon allez, il n'y a plus qu'à ranger les choux rouges du coup dans le conteneur maritime. C'est dommage parce que j'avais déjà fait du Tetris hier, mais je pensais pas que j'allais faire des choux rouges aujourd'hui. Enfin bon. Donc je vais devoir sortir un paquet de trucs pour pouvoir mettre les choux rouges au fond. Ouais, je suis obligé. Et merde, j'avais oublié d'éteindre l'eau ici. Le nombre de fois que ça m'arrive, ça c'est quand même incroyable. Ah bah là ça doit être mouillé, pas de problème. Il n'y a pas de flaque mais bon. Incroyable ça. Je m'étais pourtant dit maintenant quand j'allume l'eau, faut que je me mette une alarme. Et là je me suis dit bah attends, je vais juste faire ça. Je m'occupe de ça, je n'ai pour une demi-heure, après paf, j'éteins l'eau. Ça doit faire 1h30, 2 heures que ça roule ça, putain. Ah puis j'aime pas trop là pour la mâche être trempé mouillé. On voit bien que ça sèche. Et en fait dans cette serre là, j'ai pas encore la programmation. Enfin si, en fait il y a tout, il n'y a plus qu'à brancher, mais voilà, je l'ai toujours pas fait. Ça m'énerve d'ailleurs parce que au moins quand tu programmes, bah, tu dis faut arroser pendant une demi-heure, une heure, voilà, t'es tranquille. Et en fait c'est parce que je suis passé devant la station d'irrigation, j'ai entendu la pompe tourner, mais je dis bon, bah tout de suite j'ai tilté quoi. Ah merde. Bon, ça va, il est pas mort demain. Si ça avait été demain par contre, t'imagines. Ça m'est encore jamais arrivé, mais je me dis ça va forcément m'arriver, que ça tourne pendant toute la nuit. Je me rends compte le lendemain, moment le chantier. Oh là là, ça passe pas, ça veut pas passer. Ça passe mais avec des palox parfait. Pas avec des palox qui dépassent. Là franchement, c'est ce qui s'appelle jouer des coudes. Alors, je peux te dire que celle-là, je suis pas prêt de les sortir. Ce sera sorti en dernier. Bon désolé, je vous ai abandonné quelques instants parce que je devais charger la GoPro, mais on est allé faire un palox de butternut, le dernier. Ça y est, butternut c'est terminé. Et du coup j'avais regardé au champ pour les musquets de Provence, mais c'est pas encore assez mûr. Alors ça m'embête, on est quand même début octobre et je vois que ça bouge pas trop. Bon, les conditions météo n'aident pas parce que les courges c'est quand même ça a quand même besoin de soleil et de chaleur pour mûrir, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc du coup on va encore laisser une semaine en espérant que on ait un peu de maturité qui arrive sur ces fameux musquets qui sont toujours compliqués, où c'est toujours compliqué de prendre une décision pour la récolte. Et à l'instant je viens d'avoir du coup ma chère amie Solène qui est spécialiste des courges. Donc à chaque fois que j'ai un petit doute sur des courges, bah allô Solène, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu ferais? Donc du coup, ce qu'elle me dit, c'est qu'en effet, bon, beaucoup d'hétérogénéité cette année, dû à ces conditions météo atypiques dans toutes les courges. Alors musqué, c'est pas trop son domaine, mais ce qu'elle me dit, c'est que finalement, voilà, ils annoncent encore énormément de pluie la semaine prochaine. Qu'est-ce que je vais gagner à attendre une semaine ou 10 jours en maturité sur les musqués? Pas grand-chose. Par contre, ce que je vais gagner, c'est peut-être 50 000, enfin allez, 20-30 mm de pluie là-dessus. Et ça, c'est très mauvais pour la conservation. Donc, je sais pas. Et donc, du coup, l'idée, c'est que demain, on va quand même récolter un peu de musqué. Mais une partie, peut-être un tiers, tu vois. On va déjà faire un tiers. Et on refera après les 2 tiers plus tard. Si c'est mieux ou pas. Enfin, dans tous les cas, dans 2 semaines, il faudra le faire. Parce qu'après, ça va, c'est sûr, ça va plus bouger. 2 semaines, 15-20 octobre, c'est pas la peine, quoi. Donc demain on va commencer, on va faire une partie. Et demain du coup
autre sujet, c'est qu'on va attaquer les céleris. Donc je vous dis pas encore comment on fait ça, j'en parlerai directement sur le terrain dès demain matin normalement. Là il est quelle heure? Il est 18h15. Donc là on va préparer un peu de légumes parce que j'ai des commandes à finir pour demain matin. Parce que tous les matins il y a des départs de légumes dans les différents magasins. Donc je vais finir ça, quelques bricoles. Et j'aurais bien aimé aller broyer les céleris pour pouvoir les récolter assez rapidement demain. Mais bon, le temps que je fasse mes commandes, il va vite faire noir. Et le problème c'est que si je fais d'abord mes céleris, après je vais commencer mes commandes hyper tard, ça va me saouler. Donc je commence mes commandes, je finis, on verra quand j'aurai fini si on attaque autre chose ou pas. Puisqu'après j'ai aussi quelqu'un qui m'attend à la maison, hein. Très important. Voilà, donc l'idée c'est qu'en fait tous les jours on a des départs de légumes, donc on fait une palette par commande en fonction des différents magasins. Et ensuite du coup on a un fichier partagé en fait. L'objectif c'est que moi j'y mette toutes les références qui sont disponibles en ce moment, avec les quantités disponibles. Les différentes personnes responsables des magasins y mettent les quantités qu'ils souhaitent pour le lendemain ou le surlendemain, avec des prévisions à la semaine, réajustées tous les jours pour toujours un maximum de fraîcheur. Et ça on en rediscutera du coup ce soir, puisque un de mes jobs tous les soirs aussi, c'est de faire la commande de légumes pour les salariés du lendemain. Pour avoir des produits frais tous les jours, vous imaginez bien qu'il y a une organisation assez compliquée. Je vous montre ici le petit local à courge. Je vais m'écarter un petit peu. Là je suis en train de ventiler avec les portes ouvertes. Je le fais de temps en temps avec un gros ventilateur à céréales. Enfin un gros ventilateur. Pour la petite pièce que c'est un gros ventilateur. Et ça me permet de renouveler un peu l'air. Parce qu'en fait déjà, vous voyez en haut, il y a un groupe froid, donc c'est un frigo froid en été et chaud en hiver. Donc je ne fais pas marcher le froid, je fais marcher uniquement la ventilation du groupe. Donc ça marche très bien pour brasser l'air. Et j'aime bien de temps en temps, à l'instinct c'est vrai, d'aller ouvrir grand les portes en plein après-midi quand il fait pas trop froid et de souffler de l'air nouveau. Ça permet de bien renouveler. Donc c'est là qu'on stocke toutes les courges, patates douces, mais patates douces pour l'instant il n'y en a pas encore. Et pour l'instant il n'y a pas toutes les courges non plus. J'ai encore rentré le paradoxe de butternut ici à l'intérieur. Mais j'avoue qu'ici pour l'instant c'est le gros bordel. Parce que mon frigo à pommes de terre il est plein à craquer. Du coup j'ai les pommes de terre dehors ici. Je vais encore faire du triage pour libérer un peu d'espace. Enfin bref, c'est le chaos. Mais on essaye de s'organiser. Et là en fait je suis en train de préparer des patates douces. Donc ça c'est ce qu'on récolte brut. Donc il y a un peu de terre dessus. Donc je les frotte un petit peu. Alors avec un sac jute. J'ai pas trouvé de bien meilleure solution pour les frotter, pour enlever la terre. C'est un peu rugueux mais ça respecte le produit parce que la peau elle est assez fragile. Et pour autant il faut quand même frotter pour enlever la terre. Donc je trouve que le sac jute ça marche bien. Si vous avez d'autres solutions pour frotter les courges et les patates douces, dites-le moi en commentaire. Allez, moi je continue, j'ai une commande à finir. Bon bah il est l'heure d'aller manger. Donc du coup j'ai pas fini. Donc bah c'est tout. On va reprendre après manger. Ça, on adore ça, retravailler après manger. Génial. Bon, le retour à 21h est passé. J'ai encore un peu d'échalotes d'oignons à faire. C'est vrai que c'est une machine que vous n'avez pas encore montré, ça l'équeuteuse à oignons. Bon, la luminosité à cet endroit du bâtiment, elle est vraiment pas bonne. Donc je vous le remontrerai dans le clair, une de ces quatre. Mais l'idée en fait, on balle les oignons bruts, oignons, échalotes dedans. Et après ici on a des rouleaux qui attaquent un peu les bulbes et qui pincent du coup les bulbes à ce niveau là, au niveau du collet, et donc ça arrache en fait les fans. Donc là c'est un produit brut et je vais vous montrer après à la sortie de la machine.
Donc on démarre ici, hop. Voilà, à la fin, le produit est cuté. Échalote, généralement, c'est un seul passage. Oignon, des fois, deux. Comme c'est plus gros, ça se prend un peu moins facilement. Dans les rouleaux, là. Et franchement, ça fait du bon boulot, ça. Bon, mes commandes sont prêtes. On passe à la suite. Donc là, je vais aller attaquer broyer céleri. Alors, tu vas me dire pourquoi tu commences maintenant alors qu'il est aux 22 h. Je vais pas te dire que c'est habituel, mais tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est tout ce qu'on ne va pas faire demain. Donc voilà, bon, on a toujours quelque chose à faire dans tous les cas. Donc si tu veux, tu t'arrêtes pas, tu dors pas. Hein. Donc il y a même un moment, il faut s'arrêter. Mais quand tu as la motivation, il faut y aller. Et là, ça va, je suis motivé. Donc on y va. Allez. Bon, premier obstacle, c'est que le broyeur, il est tout au bout, comme d'habitude. Donc je dois enlever d'abord du matériel devant et tout ce bordel là. D'ailleurs, je vais nettoyer aussi parce que je vais pas aller dans les pleurs d'oignons. Je vais pas rouler dans les pleurs d'oignons. Donc j'enlève tout ça, je débarrasse et je nettoie tout ça pour pouvoir accéder au fond. Voilà, c'est rangé, il n'y a plus qu'à vider le petit conteneur là de déchets d'oignons. C'est la magie du chariot élévateur ici, c'est qu'on sait tout passer dans les trous de souris. Même un vibro de promette. Je vais déjà mettre un petit point de graisse sur les roulements, les axes là, parce que la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo betterave, mais il avait sacrément chauffé celui-là, à mon avis il devait être sec. Donc on va lui mettre ça en espérant que c'est pas trop tard. Ensuite, pour le réglage des roues ici, on a la manivelle pour lever plus ou moins la roue, sauf que celui-là grippé Michel. Alors bombe magique, Tulit. Voilà. Tout de suite beaucoup mieux. Allez, les réglages sont faits. En route Michel. Main au champ. Et c'est parti. Main en route. Normalement c'est bien réglé, je peux baisser à fond. Ah bah ça c'est coup classique. Ma sécurité sur ma rotule elle n'était pas mise. Oh là là. Punaise. Bon, une seconde. Bon, tout est rentré dans l'ordre, deuxième tentative. On va tout de suite voir ce que ça donne auprès des céleris. Bon bah là c'est un peu de trop quand même hein. Donc on va lever tout ça. Bon, c'est nickel c'est sûr. Bah là ça va. Et là voilà c'est petit ratiboisé donc on va lever. Bon deuxième essai ça me semble pas trop mal ça. Ça c'est bien, on n'attaque pas trop la tête. Trop ici mais dans l'ensemble je vais regarder si je suis bien réglé au niveau je vais de l'autre côté parce que c'est plus simple. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'attaque à l'avant et pas assez à l'arrière? On est plutôt pareil. Je vais relever un petit peu le troisième point pour qu'à l'avant j'attaque un peu moins. À mon avis on sera parfait. Bon, on fait un petit contrôle. Ah, ça fait propre, mais
J'ai peur que ce soit trop attaqué. J'ai un doute. Vous me direz dans les commentaires ceux qui font du céleri, si vous croyez que ça pose un problème d'attaquer fort la tête comme ça pour la conservation. Moi j'ai souvenir, j'avais fait comme ça il y a une année, ça avait très bien conservé. Mais je vais quand même tout relever un petit peu là. Là on voit, regarde, il touche. La lanière elle touche le céleri, c'est pas bon ça. Ah moi je suis pas fan. Donc on va tout relever un petit peu. Allez. Bon je pense que ça y est, là j'ai trouvé mon réglage définitif. C'est un peu plus correct je trouve. Ah, c'est moins risqué. Je le sens mieux. Voilà, on a terminé pour les céleris. Alors, avant d'atteler la ligneuse, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais on va aligner les céleris par terre. J'aurais pu les faire avec l'arracheuse à pommes de terre, mais mes parents ont déjà essayé à l'époque et ça n'allait pas, parce que ça roulait. En fait, c'est une boule, hein, un céleri. Ça montait pas bien sur la chaîne. Et puis surtout, j'ai un effaneur en haut avec des mailles trop petites, donc il y aura des bourrages, c'est sûr et certain. Donc du coup, on fait à la ligneuse. J'ai pas d'autre solution. Et on ramassera du coup à la main, mais bon, il n'y aura plus qu'à ramasser, maintenant pas la grosse, ça devrait aller assez vite. Il y en a à peu près 5200 je crois, de mémoire. Ça, et là, avant de dételer du coup, je vais faire un essai. Alors ça m'énerve de faire un essai dans le noir, mais bon c'est comme ça. Je vais aller essayer dans les carottes. Parce que ça me trotte à l'esprit ça de défeuiller les carottes. Alors sans les abîmer, parce qu'il faut surtout pas les abîmer le collet, pour ensuite arracher, alors soit à la ligneuse ou soit même potentiellement à l'arracheuse à pommes de terre. Donc on va aller essayer ça. Bon bah, je suis dans les carottes, là, je suis en train d'essayer plusieurs réglages, mais il y a peut-être des choses à tenter quand même. J'avoue que je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Alors j'ai même trouvé un truc quasiment parfait, puisque là c'est quasiment équeuté. Alors ça a dû frapper, si c'est propre, ça a frappé le collet de la carotte. Mais pourtant ça n'a pas l'air abîmé du tout. Alors des fois ça peut la carotte c'est un peu bâtard, ça peut arriver par après. Hein. Quand tu auras la sortie de conservation, ça va peut-être se marquer. Donc c'est pour ça que je suis pas fan non plus d'équeuter comme ça. Mais il faut dire qu'il y a des... c'est une piste. Et puis quand bien même, s'il y a un peu de fan... Bon, on va baisser encore un petit peu, mais il y a de l'idée. Allez, je range le broyeur. Cette fois-ci, je le mets devant, puisque il n'est pas impossible que j'en fasse un peu plus des carottes comme ça. Je pense qu'il y a une piste là à étudier, à approfondir. Ok. Et du coup, on rentre à la maison. Il est passé 23 h. Je dois encore aller faire mes commandes, enfin faire les plannings pour demain matin, pour les préparations de commandes, pour que quand les gars ils arrivent, ils sachent quoi faire. Et surtout ça demande un petit peu de réflexion que j'ai plus à 23 h qu'à 6 h. Donc on fait toujours ça la veille au soir. C'est beaucoup mieux pour se poser devant l'ordinateur, faire un petit calcul, combiner toutes les commandes pour en définir un planning. Après en vrai moi j'ai pas de limite, hein. Je pourrais travailler toute la nuit franchement. C'est juste qu'il faudra assumer le lendemain. Donc 23 h c'est une très bonne heure pour arrêter. Sinon de toute façon je sais déjà que demain matin pour 6 h ça va piquer.